Voilà, bah voilà, c'est l'idée, c'est que nous, on perd pas de temps, les micros sont ouverts. Et, tout est ouvert et avant de... comme ça. Hein. Il n'y a pas de bonjour, de générique, non, il n'y a etc. pas de ça. Tout ça n'a absolument aucun intérêt. Aucun intérêt. Bah, chose encore plus inintéressante, c'est que ce matin, j'ai eu tout un débat intérieur dans ma tête sur la tatane. Je me rends compte, je crois avoir pris une demi-pointure avec l'âge. Et non, mais effectivement, j'ai lu en grandissant, en vieillissant. Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que maintenant, passé la quarantaine, voire davantage? Moi, j'ai eu 40 ans l'année dernière, donc moi, je les ai pas encore, mais je m'attends à ça. Est-ce que tu t'attends? Est-ce que tu prévois? Est-ce que du coup, tu prends des chaussures un peu plus grandes maintenant? Ah oui, alors pour courir, déjà, il faut toujours des pointures plus grandes. Mais c'est vrai que oui, moi j'ai des chaussures de clown. Ouais, c'est ça. Comme à la base, je suis humoriste. Donc j'ai des grandes chaussures. Moi j'ai du 57, ouais. Non, mais t'es plutôt, quand tu choisis une paire de chaussures, t'aimes être un peu serré, maintenu, ou tu aimes l'idée d'avoir... je suis en train de manger un petit gâteau au chocolat. Non, moi je préfère avoir de l'espace. Ah, tu préfères... Moi j'ai des... Parce qu'avant, moi, t'as déjà vu mes pieds ou pas? Parce qu'avant, moi j'étais très contenu. Non, on dirait que toi, justement, j'ai l'impression que tu les prends un peu serrés. Est-ce que tu as vu Brice de Nice? Ouais. Le pouce. Non, le pouce de... Clovis Cornillac, le pouce. Ouais. Ça, c'est mes pieds. C'est vrai. Pour t'avoir vu. Mes amis d'enfance. Je t'ai vu. Il n'y en a pas loin. Je t'ai vu pieds nus. Non, toi, c'est vrai que tu as un très gros pouce et le reste se partage, on va dire, les miettes, quoi. Après, est-ce que ça veut dire quelque chose, ça? Ah bah ça, je sais pas. Je sais pas. Voilà. Est-ce que tu peux faire de l'autostop avec ton pied? Est-ce que tu as déjà essayé? Et par contre, oui, ça, je peux faire de l'autostop avec mon pied. Et j'arrive même à attraper des balles de tennis. Avec ton pied? Ouais, non, c'est grâce vrai. à ce gros pouce. C'est comme les aigles. Tu sais que les aigles, ils les dressent, les aigles royaux, pour attraper les drones, par exemple. Ouais. Et moi, je peux attraper donc par exemple, Roland Garros, il y a un problème avec des ramasseurs de balles. Je peux aller sur le terrain avec mes pieds. Et est-ce que je suis très habile. Non, mais j'aimerais. Alors, après, ça ne me sert pas à grand chose. Est-ce qu'on pourrait faire une photo de ton pouce et le mettre sur les réseaux? Ouais, sur les réseaux. Ça serait plus sur les trucs. Tu vois, on va pas faire de marque, mais non, parce qu'il paraît que ça rapporte beaucoup d'argent. Écoute, j'ai une copine, moi, qui photographie ses pieds comme ça. Tu suces ton pouce de pied, enfant? Non, j'essaie de m'exciter tout seul. Je sais pas, mais j'arrivais à l'attraper. Je suis assez souple pour attraper mon pouce de pied comme ça. D'accord, quand même. Après, il est très grand aussi, donc. C'est vrai. Est-ce que je suis souple finalement, non? Bah écoute. Toi, t'as des problèmes comme ça, anatomiques aussi? Enfin, des petits trucs un peu cachés qu'on n'aurait pas vu sur ta fiche? Non, je suis plutôt très bien foutu. Wikipédia? Non, je suis plutôt très bien foutu. Franchement, il n'y a rien à revoir, à part l'ensemble, puisque je fais 1m66. Donc, je suis plutôt... Oui, parce que toi, on peut te mettre dans un sac de ville. On peut te transporter dans un sac de ville, c'est l'avantage. Je peux dormir dans une poubelle, je voyage dans les bagages. Non, ça me va très bien. Ceci étant dit, on finira là-dessus, ça coûte moins cher parce que je m'habille parfois chez les enfants. Et dans les grandes marques, je t'assure, par exemple chez Ralph Lauren, je vais et je prends même pas la plus grande taille enfant, je m'habille parfois en 16 ans. Alors c'est assez humiliant, mais c'est moins cher. Qu'est-ce qu'on me ferait pas? Très bien. Bon, alors aujourd'hui... on est toujours au Mont-Paris, chez notre ami Valentin. Voilà, on ne le remerciera jamais assez. Voilà, passage Édouard VII, Paris dans le 9e. On n'a pas encore fait notre... Tenez, goûtez, c'est délicieux. Et le principe reste le même, on reçoit des gens délicieux, donc on a envie de vous les faire découvrir, on a envie de vous les faire goûter, donc c'est pour ça qu'on vous dit tenez, goûtez, c'est délicieux. Avant d'accueillir notre invité, il faut rappeler qu'il pourra déclencher son pain surprise, c'est-à-dire lui-même inviter son invité qu'on ne connaît pas. Et qui a peut-être rien à voir d'ailleurs avec votre discipline. Est-ce que on l'espère. Oui, je pense en plus même, au contraire. Au contraire. Alors comment t'appelles-tu? Qui es-tu? Marc, 52 ans, mais qui n'en fait que 32. C'est vrai que tu fais plus jeune. Oui, c'est vrai. Je viens d'Angers. Donc je suis passionné par l'histoire, la littérature, la culture. Angers qui est une ville marquée d'ailleurs par l'histoire. Enfin, toutes les villes le sont bien évidemment, mais c'est tous les châteaux de la Loire quand même. Oui, en fait même en plus à un moment donné c'était qualifié d'Athènes de l'Ouest. Donc Angers, longue tradition de culture. Oui, les premières universités en fait en France. Il y a le moussaka à Angers du coup? Enfin l'équivalent de la moussaka, ce serait quoi? Je sais pas, mais en tout cas on a vraiment... C'est quoi la spécialité culinaire Les ardoises d'Angers. Non, il ne finira pas ces les ardoises d'Angers. Ah oui, bien sûr. Mais, alors c'est la réponse officielle, mais je pense que je vais plutôt penser naturellement au Cointreau. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as, on va dire, une sorte de compte Instagram qui est assez bien foutu parce que ça permet d'amener les gens vers l'histoire. Oui.
enfin tous ceux et celles pour qui ça pourrait être synonyme de quelque chose d'un peu trop scolaire. Toi, tu abordes l'histoire par l'anecdote, et ça, je dois dire, c'est assez génial parce que c'est la meilleure porte d'entrée pour intéresser les gens. Très intéressant, ouais. Ouais, en fait, c'est assez bizarre parce que je n'étais pas du tout appelé à faire ça. Enfin, Instagram, YouTube, TikTok, enfin toutes les chaînes, Facebook, LinkedIn. Et en fait, c'est quelque chose pour lequel au début, je pensais être profondément mal à l'aise. Moi, c'est l'écrit parce que voilà, c'est. Toi, c'est l'écrit, à la base. Et puis. Tu sais que nous aussi, on est très criants. L'écrit, l'écriture. Bien sûr, pas l'écrit, parce que nous, on adore crier. On criera tout à l'heure, ne t'inquiète pas. Sache-le, c'est notre passion. Voilà. D'accord. D'ailleurs, tu peux, toi si aussi. Si vous criez, je vais chanter. D'accord. Très bien. Non, non, en Donc fait, ça veut dire que tu as commencé par écrire des livres, enfin, il y a eu des parutions. C'est-à-dire que. Comment s'est fait, en fait, ton entrée dans cette grande grotte de l'historique. Ce qui est étonnant, c'est que se dégage de tout ça une sorte de cohérence, c'est que j'ai commencé par enseigner et je me suis très vite rendu compte que ce qui captivait les élèves, c'était l'anecdote. Donc c'était pas le cours scolaire descendant universitaire comme on connaît. Et j'aimais bien raconter quelque chose d'un petit peu insolite. Et donc ça attirait tout de suite leur attention. Mais ces anecdotes, du reste, est-ce qu'elles sont, entre guillemets, vérifiées, ou est-ce que ça fait pas partie aussi de la légende, du grand roman de l'histoire? Parce que c'est aussi intéressant de... Voilà, parfois on raconte des anecdotes. Un jour, Louis XIV a dit ça à sa maîtresse. Ouais. Et il n'y avait pas de témoin ce jour-là. Enfin, en tous les cas, les deux, a priori, ne peuvent pas aujourd'hui certifier l'exactitude de ces propos. Donc, est-ce que ça fait pas partie aussi, même du travail d'historien, parfois d'embellir la vérité? Je ne sais plus qui disait ne laissez jamais la vérité gâcher une belle histoire. C'est un peu ça. C'est super intéressant comme question parce que ça c'est Boulay-Bill, ça, non? Boulay-Bill, je crois. En fait, ça revient tout le temps parce qu'on me dit sans arrêt est-ce que ces personnages l'ont dit? Alors moi, j'adore Alexandre Dumas, et Alexandre Dumas, effectivement, il disait que finalement, oui, la vérité c'était historique, mais ce qui faisait les grands romans, c'était toujours une part d'élasticité par rapport à la vérité. Et Napoléon, justement, disait que finalement, qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est un mensonge sur lequel tout le monde s'est mis d'accord. Ah, c'est joli ça. Et effectivement, par exemple, si Napoléon quand même. Je l'ai connu, moi. Mais par exemple, si on parle du Vasse de Soissons ou d'Henri IV, par exemple, Paris vaut-il une messe? Le fait que voilà, il s'est converti pour monter sur le trône. Au final, on pense qu'il n'a jamais prononcé cette phrase, donc c'est un mensonge historique. En même temps, c'est devenu une vérité, puisque ça incarne en fait son besoin de se convertir, la nécessité qu'il avait de réconcilier la France, etc. Donc, certaines, surtout parmi les réparties les plus saillantes, sont apocryphes, mais en fait, elles correspondent au personnage, elles correspondent à l'histoire, donc d'une certaine façon, elles deviennent un petit peu vraies. Et évidemment, il y a beaucoup, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans tes posts, beaucoup de citations qui sont assez branchées cul quand même. Non, mais c'est vrai parce que moi, je me souviens quand j'étais gamin, on m'avait raconté ce que tu viens de parler de Napoléon, Napoléon qui avait écrit à Joséphine de Beauharnais, qui finissait son courrier en disant « Ne te lave pas, j'arrive dans 3 jours ». J'avais fait un post qui avait très bien marché sur Henri IV qui ne se lavait jamais. Alors, il faut nuancer, il se lavait quand même au moins une fois par an, et puis quand il traversait une rivière. Et comme on lui avait dit, alors c'est vrai qu'il était porté sur les femmes parce qu'il avait à peu près 70 maîtresses officielles, j'espère pas en même temps. Et il était assez porté sur, les odeurs un peu fortes. Alors lui-même donc ne savait jamais, il prenait de l'ail petit déjeuner, dîner, tout ça, parce qu'en fait on lui dit que c'était aphrodisiaque et que ça permettait de redoubler, Ça a un nom, ça, doit être les vigoureux, gens qui sont passionnés d'odeurs, non? Oui, justement, en fait ça s'appelle la misophilie, donc c'est le fait d'aimer les odeurs fortes, et c'est quelque chose qu'il partage avec certains chef d'État, notamment Napoléon, qui avait effectivement écrit à Joséphine « Ne vous lavez pas, j'arrive dans un mois ou dans une semaine. » je sais plus. Moi j'étais à 3 jours. Alors, non, c'était au moins une semaine. Et Henri IV avait chassé une maîtresse parce qu'elle était super contente de coucher avec le roi. Et elle s'était lavée, parfumée. Et il avait absolument détesté ça. Il dit qu'est-ce que c'est pas normal. Et toi-même, tu es rentré dans l'histoire. Je prends des douches. Mais toi-même, l'engrenage, c'est quoi? C'est justement parce que c'était ces anecdotes qui t'ont comment dire, est-ce qu'on peut tous dire même les choses un peu gênantes? Ah bah au contraire. Ah oui, après si tu veux. Alors j'ai fait de longues études lettres parce qu'en fait du moment que c'est gênant pour toi. Oui, en plus j'ai passé beaucoup de temps à la fac parce que les études de lettres c'était génial, il y avait juste à bouquiner, il n'y avait pas beaucoup à travailler donc. En fac ou à Angers? À Angers, oui. Et au bout de la 8e année, je me suis dit ce serait peut-être temps d'avoir un vrai travail. 8 ans, ah ouais. Et finalement on m'a proposé un poste de prof parce que
mais pas trop. Pour qu'il dégage de la fac, parce qu'il y avait besoin de mettre d'autres élèves à la fac. Oui, il est temps, là, on ferme. Il faut le faire dégager, il a 43 ans, là. Donc, non, voilà, ça me rappelait les fermetures de bars. Donc, voilà, on a dit, on ferme, on en a un peu marre. Et on m'a proposé un poste de prof d'histoire géo. Et moi, j'ai une formation en lettres français, donc c'était très bien. Bon, je connaissais un peu l'histoire, mais pas au niveau de l'enseignement. Oui. Et j'ai fait ce qu'il faut absolument pas faire, quoi. C'est-à-dire que j'apprenais la veille ce que je devais enseigner le lendemain à mes élèves. Et là, ça a été une sorte de cercle vertueux. Je me suis passionné pour ça, mais finalement, en fait, c'est super intéressant. Ouais. Et c'est pour ça que j'encourage les gens à se plonger dedans, parce que des fois, ça peut un peu décourager, parce qu'on connaît aucune date. On se dit, oh là là, c'est vraiment des... Et après, on se rend compte que ça va de merveille en merveille, quoi. Quand on commence à plonger dedans, on voit que tout est lié, que finalement, les gars sont comme nous. Ça a duré combien de temps, prof ? Là, tu es toujours prof ? En fait, oui, j'enseigne encore, donc je pense qu'ils sont pas au courant que je connais rien en histoire. Non, en fait, maintenant. En fait, ouais, c'est maintenant, tu t'es plongé dedans. Oui, finalement, j'ai trouvé cette cohérence, c'est-à-dire d'enseigner. Après, je me suis mis à écrire des livres d'histoire. J'ai écrit à peu près une trentaine de livres d'histoire, donc toujours un peu dans les anecdotes insolites, les faits insolites, les réparties saillantes, donc autrement dit les punchlines. Et puis, donc l'enseignement, j'ai continué. Là, j'enseigne... Les joutes verbales, d'ailleurs, dans le temps. Oui, et d'ailleurs, alors, c'est très bien de le dire, c'est que j'enseigne aussi l'éloquence à l'ESPL, donc l'École supérieure des Pays de la Loire, c'est une école de commerce à Angers. Et donc, je leur enseigne l'éloquence, alors que même, je ne suis pas particulièrement éloquent, mais... En fait, c'est comme dans le domaine sportif. C'est pas parce qu'on est un champion sportif qu'on sera un bon professeur. Et en fait, on peut connaître les techniques, les transmettre, sans être capable de les maîtriser soi-même. En tout cas, je reste admiratif des bons mots d'histoire. Ça, c'est quelque chose qui marche bien. Donc, je fais ça en parallèle. Donc, l'enseignement, l'écriture, et puis, effectivement, depuis quelques temps, mes petites vidéos sur YouTube et les autres réseaux. Et alors, est-ce que finalement, quand on s'intéresse au passé comme tu le fais, c'est pas parce qu'on regrette déjà un peu l'avenir ? Oula, ça doit devenir pointu. Non, mais c'est marrant parce que je pense, enfin j'ai l'impression, tu vois, on peut citer Stéphane Bern qui est aussi une des personnalités qui incarne ça, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas scolaire, qui nous amène à découvrir l'histoire avec un abord assez léger, finalement, une personnalité qu'il incarne aussi assez marrant. Comme Laurent Deutsch aussi, c'est rentré par une autre porte, voilà. Je trouve, non ? Mais est-ce que finalement... Enfin, moi, pour avoir parlé, je sais que Laurent Deutsch, c'est un petit peu le cas, ou Stéphane Bern. C'est pas qu'ils aiment se réfugier dans le passé, mais il y a quand même un truc de, sans être évidemment réactionnaire ou quoi que ce soit, mais une sorte de nostalgie de certains moments, on se dit, tiens, il y avait quand même des choses qui étaient extraordinaires. Alors la question se posait avec l'idée du roman national. En fait, par exemple, par Armand Collin, j'avais relancé la collection du Petit Lavis. Alors Lavis, c'était évidemment la Troisième République, c'était les hussards noirs de la République, c'était le roman national, en gros. Et donc avec sa phrase qui était célèbre, il faut aimer la France parce que la nature l'a faite belle et l'histoire l'a faite grande. Donc effectivement, il y a un côté qui est un petit peu gênant, on pourrait presque penser un peu sclérosé, où on parlait de mensonge de l'histoire. Mais je me suis rendu compte que, en fait, ce qui importe le plus, c'est de réconcilier les gens et les jeunes avec l'histoire. Donc de ne pas leur dire, voilà, c'est pas un côté, il n'y a pas le côté propagande, il n'y a pas le côté scolaire, il n'y a pas le côté obligatoire. L'histoire, c'est merveilleux. Donc on passe de merveilles, de découvertes. Parce qu'il y a eu embrouille entre l'histoire et les enfants, ça s'est passé quand ? C'est qu'en fait, souvent... c'est vrai, le coup des dates, il faut apprendre par cœur des choses, c'est pas ça. C'est vivre des moments. D'ailleurs, ça m'amuse parce que je commence à nouveau traumatiser les gens parce que je lance des petits quiz. Donc par exemple, évidemment, je ne vais pas vous le faire 1515, etc. Ouais. Et donc on est un peu traumatisé par les dates. Il y a également le côté quand on instrumentalise l'histoire. Mais si on passe au-delà, en fait, on se rend compte que c'est quelque chose de merveilleux. On peut voir ça comme un roman, plus ou moins vrai. Il y a des romans historiques, ou en tous les cas des histoires qui se passent et qui sont très documentées. Je pense notamment Le Montespan, qui est ce livre formidable de Jean Telet, qui est extrêmement documenté. HHHH de Laurent Binet, je ne sais pas si tu l'as lu, sur l'assassinat d'Heydrich, qui est d'ailleurs qui interroge justement le regard de l'historien et de la vérité dans le fait de raconter l'histoire. Et je me suis rendu compte justement à propos de la Montespan qu'il y a une fascination pour Versailles, pour cette période assez fastueuse. Et qui dépasse la France. C'est ça qui est génial. Pour la Montespan, mais c'est incroyable, c'est pareil. Alors je ne sais plus s'il le raconte dans son livre que j'ai lu, mais il y a déjà un moment. Montespan a carrément fait un complot contre le roi. Donc il était très jaloux évidemment de Louis XIV, mais c'était Louis XIV, donc comment se venger ? Alors
C'était le cocu magnifique, quoi. Oui, C'est le ça mec qui existait, le complot, tiens. Et C'est alors- vrai que ça n'existait pas à notre époque, les complots. Non, mais justement, alors ça, je sais pas si c'est vrai ou pas. Alors, il y a 2 anecdotes, enfin, il y en a un petit peu 3. La Donc première, juste pour c'est que- rappeler un ouais. peu, parce que moi c'est vrai que j'étais aussi une bille en histoire et quand j'ai lu ce roman j'ai compris. Le Montespan il était quoi? Il avait quel titre de noblesse? Il était Alors, marquis, bah, je sais pas. Enfin, il était monté en grade par sa femme qui était donc la Montespan. Enfin bon, bref, oui. en tous les cas ils Oui. étaient, on va dire, des VIP. Oui, hein, en tout cas, de c'était déjà un l'époque. noble personnage qui était assez puissant, mais il n'y a rien Et par sa rapport et au- sa go, sa meuf, sa nana sortait avec Louis XIV. Oui. Et lui, évidemment, il pouvait rien dire puisque c'était Oui. le roi, il devait fermer sa gueule. Mais son intelligence, c'était de dire, je vais être le cocu magnifique et je vais l'afficher encore. Oui, ah, vous avez vu ça avec le carrosse Ah avec oui, avec ce fameux carrosse où il cornes. mettait des cornes. Oui, pour c'est vous ça. dire, oui, genre, je alors, suis cocu, génial. j'assume. Mais il a eu une idée encore plus perverse. C'est qu'il s'est dit, en fait, comment me venger? En fait, il s'est dit, bah oui, clairement, ma femme couchait avec le roi. Et donc, ça, apparemment, c'est avéré. Il est allé coucher avec toutes les pires prostituées de Paris pour choper en fait toutes les maladies les plus ouais. terribles. Donc dans son idée, c'était si je chope en fait effectivement, je sais pas, la petite vérole et Je la autres file à ma femme autres qui la plaisirs. filera au roi. Voilà. D'accord. Alors je sais pas comment ça s'est terminé. Bon, c'est vrai que Louis XIV a une fin particulièrement horrible, mais ça apparemment c'est avéré. Alors apparemment il aurait essayé également de coucher avec la reine et bon, je pense que ça, voilà, ça se faisait pas. Donc De toute façon, mais ils voilà, étaient il a quand voulu même se venger. très très décontractés sur le plan cul, on va dire, j'ai l'impression Oui. dans le temps. Enfin, peut-être Oui. qu'ils le sont aujourd'hui, mais enfin, ça- C'est moins communiqué aujourd'hui, hein, je pense que c'est la même chose. Oui, puis ils avaient un pouvoir qui était quand même énorme, Ouais. même enfin les grands seigneurs évidemment. Est-ce que ça existait les valets de pisse? Je me suis toujours demandé si c'était vrai. Euh, Qui étaient donc des types dans la cour de Versailles qui se baladaient avec des seaux et qu'on appelait pour. Non, mais c'est vrai. Oui. Moi, Alors, Non, c'est pas pareil, que il faut nuancer parce qu'on a T'aurais- l'image que les nobles, en fait, il manquait quand même de communauté par rapport au nombre. Je crois qu'à un moment donné, à Versailles, il devait y avoir 2000 nobles. Donc, il n'y avait pas assez de communauté. Donc, on a l'image des nobles qui pissent derrière les épaisses tentures. Alors, ça, c'est un peu avéré parce que la princesse Palatine, se plaignait parce qu'elle devait j'ouvre la porte de mon appartement et je tombe sur quelqu'un en train de faire ses besoins dans le couloir. Et en fait, donc, alors, il y avait des pots. Alors, certains vidaient les pots aussi par les fenêtres. Donc, certains nobles personnages utilisaient des grands parapluies en cuir pour se protéger des déjections qui tombaient par les fenêtres. Oh là là. C'était un petit peu, c'est pas un mal. peu- un peu C'était particulier. pas mieux avant, c'était plus dégueulasse. Donc, Toi, non. Oui. T'as une période que tu préfères ou dans ton enseignement? Alors, pour la T'es partie histoire, non, euh, pas vraiment. Alors, en ce qui concerne la littérature, parce que je suis aussi un passionné de littérature, c'est vraiment le 19e et début 20e siècle. Eh bien, justement, ça va être un petit peu un lien avec mon pain surprise. C'est que parmi mes écrivains, on me demande souvent quels sont mes écrivains préférés au 20e siècle. Sans conteste, c'est Marcel Proust. Vraiment. Alors, j'ai mis un peu de temps à le lire. Et ça a été On une dit souvent merveille. qu'il faut attendre la cinquantaine pour apprécier Proust. Oui, alors, et c'est vrai qu'alors que j'étais étudiant en lettres, j'ai attendu pratiquement les dernières années. C'est vrai que souvent il y a quelques a priori, mais il est délicieux, quoi. Enfin, d'humour, d'intelligence. Ah bah tiens, délicieux. C'est ça va, oui. ça, hein, C'est justement. parti. Tenez, goûtez, c'est délicieux. Et à propos de délices, je pense qu'on va se régaler avec mon pain surprise. Oh, dis donc. Là, ça a été déclenché Ce sont deux pains surprises. Enfin, c'est un pain surprise qui tient un paquet surprise, Ouais. j'ai l'impression. Alors, on ne vous connaît pas. Bonjour, mademoiselle. Enchantée. Alors, Enchanté. le principe, c'est qu'on essaie de deviner qui vous êtes, tout Ah bah simplement. formidable. Vous travaillez ensemble? Un lien avec Marcel Proust. Un Je lien n'en avec dis pas Marcel plus. Proust. Vous êtes spécialiste de Marcel Proust? Spécialiste non, mais passionnée oui. Passionné. Bah, c'est un peu la même chose, finalement. Enfin, en tous les Oui, cas. c'est la même chose. Je suis pas venue les mains vides d'ailleurs. en Ah, parlant des de madeleines? Marcel. Contrairement à Marc. C'est Trop ça? fort. C'est Bien ça? là-dedans. Bah ouais. Ah, des madeleines. Ah, j'adore les madeleines. Ah bah oui, les madeleines de Proust, bien évidemment. Et bah voilà. Bah, moi, Ouais, j'ai bah- mangé 4 comme ça, donc j'ai. Ouais, des financiers. Mais après, je mangerai après. Merci, C'est merci peut-être un beaucoup. peu Avec dangereux de les plaisir. mettre à côté de moi. Parce que... Et passionné, Tu ça veut peux- dire quoi? Vous êtes lectrice, vous êtes... Alors j'ai fait mes études de lettres modernes sur Marcel Proust. Mhm. Et Très j'ai bien. étudié un texte que Vous ne répondez pas à la question. Voilà, non, il y a des moments où on crie hein, dans l'émission. Ah ouais, j'ai C'est failli normal. donner un coup de Ouais, pied, il y a eu... j'ai beaucoup... Vous j'ai avez eu très atterri peur. au rez-de-chaussée. Il y a eu une Pardon, déflagration. moi aussi. À chaque fois, il me fait peur. Waouh, ça nous a tous réveillés. C'est bizarre, moi je fais pas C'est cet fou. effet-là sur les hommes. Il est capable D'ailleurs, de on fait faire assez ça. heureux. Mais oui, c'est vrai que je suis dans l'art de l'esquive pour Voilà. me présenter. Voilà. Moi, je m'appelle Donc- Alix Bénézé, je suis D'accord. comédienne D'accord. et passionnée de Proust, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
C'est-à-dire, parce qu'en lisant, il était dans une bibliothèque, il lisait Proust, vous aussi, vous avez dit tiens, on lit la même chose. Ça aurait pu, mais via un réseau social qui s'appelle LinkedIn, où il a lancé un concours d'écriture, un poème en fait, avec... un hommage à Proust. Voilà, un hommage à Proust, et j'ai répondu et j'ai écrit un petit poème en quelques minutes, et puis il l'a partagé, et voilà. C'est devenu une amitié. Parce que Proust a écrit beaucoup de pastiches. Et voilà, de pastiches, c'est-à-dire Oui, en fait, il imitait le style de Balzac et Flaubert. Et Alix, en fait, a rendu hommage à Proust. Donc, c'était vraiment très beau, très émouvant. Et voilà, c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Alors, vous avez tout lu Proust ? Enfin, toute la recherche, Mais j'ai découvert Marcel Proust, j'avais 14 ans. Et j'ai lu la recherche de 14 à 21 ans. D'accord. Parce que je lisais d'autres livres aussi, et j'ai eu un vrai coup de cœur, et je crois que c'était une chance de l'avoir découvert toute seule et pas imposée par un prof, parce que sinon ça peut tout de suite être assez... toujours pareil, c'est venu de vous-même, quoi. C'est venu de moi-même, exactement. Et justement, qu'est-ce qui vous a dit, tiens, le nom, j'en ai entendu parler J'avais un papa qui était professeur de lettres classiques, donc il y avait de quoi faire dans sa bibliothèque, et ces milliers de livres qui remplissaient et tapissaient toute la maison. Et un jour, ça m'a intriguée. En fait, ce roman en plusieurs tomes, ça m'a intriguée. Je venais de lire Les 1001 nuits. Donc vous étiez déjà une lectrice. Non, mais parce que à 14 ans, moi je sais que la première fois que j'ai lu, non mais sans déconner, je crois que j'avais 19 ans. Enfin, toutes les fiches de lecture avant, je les pompais sur tout le monde. T'as pas lu des J'aime lire avant ? Eh ben non, t'as pas fait tous les J'aime lire ? Non, mais c'est intéressant parce que ça rejoint ce dont moi, j'avais on lu tout, parlait avant. C'est-à-dire que le fait d'être obligé de lire m'angoissait. Il n'y avait pas de livre qui me permettait d'entrer. L'obligation est bizarre de toute façon. Et à 19 ans, à la fac, il y a un livre qui m'a entre guillemets ouvert les chakras et je me suis mis. Et c'était quel livre ? C'était Le Voyage au bout de la nuit. Ah, magnifique, d'accord. Moi, je pensais que tu allais citer Marc Lefrançois, mais bon, voilà. Ah, ça viendra. Pas sûr. Il faut que tu meurs. Moi, je ne lis que des morts. Je trouve que quand même, ça raconte un peu. Des morts. Est-ce que toi aussi, tu as une passion des anecdotes croustillantes, historiques ? D'ailleurs, sur Proust, il y en a des anecdotes. Là, ça manque d'anecdotes, je trouve. J'ai pas mal de messages sur Internet en direct. J'ai plus d'anecdotes sur mon métier de comédienne que... aussi. Oui, parce que comédienne. On aime les anecdotes. Tu as un petit air de Juliette Gréco, je trouve. Ah, c'est gentil de dire ça. Vous trouvez bien, je viens d'interpréter cette magnifique femme dans un film qui s'appelle Nouvelle Vague et qui sort le 8 octobre en salle, le film de Richard Linklater. Qui est peut-être même déjà sorti à l'heure où nous parlons, d'ailleurs. Et il était à Cannes, à Deauville, il fait un joli voyage. Et c'est vrai que, petite anecdote, je voulais partir à la campagne, écrire des romans, arrêter le métier de comédienne. Et je tombe sur l'annonce sur Internet du casting de Nouvelle Vague, qui était un casting public organisé par Stéphane Battu, le directeur de casting, parce qu'il cherchait des gens qui ressemblent exactement à ces figures de la Nouvelle Vague. Donc on retrouve quoi, Godard dans le film ? Il y a Godard, il y a Truffaut, il y a évidemment le Beauregard, le producteur de Godard. Miles Davis, parce que Juliette Gréco est sortie pendant longtemps avec Miles Davis. Je suis trop contente que vous parliez de lui. Alors, il devait y avoir Miles Davis. Il vient à la fin de l'émission, il vient nous faire une c'est trop chou, mais c'est vrai que ça pourrait être l'objet d'un autre film. C'est vrai que là, c'est le sujet du film est sur le tournage d'À bout de souffle avec Belmondo, Jeanne Seberg. Donc Juliette Gréco apparaît au début du film. Qu'est-ce que ça veut dire dégueulasse ? C'est trop chouette. Ce film est magnifique. C'est génial, et c'est comme ça, en fait, je suis tombée sur cette annonce et je me suis souvenu qu'on m'avait dit que je ressemblais à Juliette Gréco quand elle était dans les années 60. Donc j'ai répondu, j'ai envoyé une vidéo. Pas à la fin de sa vie, c'est ce que je voulais préciser. Ça arrivera, je serais très fière de lui ressembler. Elle était magnifique. Elle était magnifique, vraiment, c'est une femme vraiment très inspirante. Et puis cette histoire d'amour avec Miles Davis, c'était assez dingue parce qu'il faut savoir que c'est dans les années 50. Exactement. Et c'était quelque chose qui était très... pour certains, en tous les cas, c'était à la fois tabou et à la fois elle le dit elle-même dans cette interview parce que j'ai tout écouté, tout lu d'elle. Je connaissais son nom, mais je connaissais pas sa vie. Et j'ai découvert tout un monde et elle disait que c'était à la fois tabou et en même temps, elle dit tout le monde s'en foutait. À l'époque, de ce qu'elle dit, c'était pas la question en fait. On parlait plus de la création, de la musique, du jazz, et c'était ça qui était important. Et c'est une femme pleine d'amour et c'est ça que je trouve magnifique en fait. C'est ce qu'elle a diffusé et je pense qu'elle va continuer à inspirer les jeunes générations. En tout cas, moi, elle m'a donné beaucoup de force. En rencontrant ce personnage, je me suis dit finalement.
je vais continuer ce beau métier. Et, voilà. On peut faire les deux. Et on peut faire les deux, oui. Alors revenons à votre tandem. C'est quoi la suite de cette rencontre? Donc ça débouche sur quoi? Un mariage, je pense. Ça a débouché sur une rencontre en vrai à l'hôtel Swan où on a eu une rencontre entre passionnés de Marcel Proust. Et voilà, on s'est rencontrés en tant que passionnés. Alors quand on est passionné, parce qu'il y a un côté un peu ésotérique, là, Oui, c'est quoi? C'est une secte, c'est des gens, ils parlent Ah de oui, Proust. oui. Non mais c'est vrai, ils disent moi je sais que j'ai lu que des gens refaisaient une sorte de comment dire, de circuit touristique en Normandie, puisque ça se passe en Normandie, où les gens se retrouvent dans les petits villages qui sont il y a un grand mentionnés. hôtel de Balbec Cabourg qui est magnifique. Et du coup, la passion commune tous les deux sur Marcel Proust, mais toi, est-ce que tu as une passion sur l'histoire Mon papa était passionné d'histoire, donc oui. il parlait 25 d'accord. langues, il était passionné de civilisation ancienne, donc 25. Sincèrement, 25 ans. Ouais. C'est même plus polyglotte, il y a un autre terme pour ça. C'était incroyable, et c'est vrai que il nous racontait des histoires tous les soirs, et souvent des histoires de la mythologie grecque et romaine. C'est génial, ça. Donc j'ai grandi avec cette atmosphère-là. Voilà, tous les soirs, on avait notre petite histoire. C'est vrai que c'est la meilleure entrée possible. Oui. L'anecdote, l'histoire. D'ailleurs, ça manque d'anecdotes encore. Ça manque d'anecdotes Ouais, encore. il ne veut pas en lâcher c'est depuis vrai, tout à l'heure. parce que ce qui est Ça serait bien fascinant, que c'est t'en lâches 10 d'un que coup. quand on regarde ton compte Instagram, c'est que ça, c'est un jukebox Et quand on te anecdote. rencontre en vrai, il n'y a rien. C'est très décevant, ça se trouve. À croire que c'est pas lui c'est pas lui, c'est qui non, fait non, son mais compte c'est pas Instagram. lui. Non, mais il y a un c'est truc qui est Appel. intéressant, c'est qu'on parle d'histoire, mais il n'y a pas que l'histoire au sens roi de France, roi RN et tout. Il y a aussi la culture pop, parce que je sais qu'il y a un truc sur Jim Fix, par exemple, qui était le C'est qui, promoteur. Jim Fix Alors, même moi, je ne le savais pas, pourtant j'aime ça. Ah oui, ça m'a valu quelques problèmes. Alors ça, tiens. j'avais fait une vidéo. Après, il faudra quand même que je fasse un lien avec la cuisine, parce que certains m'ont dit oui, tu parles de sport, mais manifestement, tu as un peu oublié ce que c'était. Et donc j'avais parlé de Jim Fix, qui était, alors, on va dire d'une façon un peu rapide, l'inventeur du jogging. Donc il a fait la promotion du jogging. Le vêtement Ah ou oui, la oui, course c'est ce que je me La demandais, course à pied. Et en fait, il était absolument fanatique de ça. Donc voilà, il avait fait. Je pense que d'autres C'est l'ont normal, fait avant hein, lui, il- mais on va dire qu'il Mais l'a ils ont promu pas comme un appelé ça sport. quoi. jogging, tu vois. Ah oui, donc, on va dire ont juste couru. de la course à pied, du running. Et j'avais raconté, que d'une façon un peu ironique, il était mort en faisant son jogging. Et donc voilà. Et tôt, d'ailleurs, jeune. Oui, en plus, plus jeune que moi, donc voilà. J'ai triomphé de ce côté-là. Donc, alors je m'étais bien fait descendre parce qu'il faut quand même dire sur les réseaux sociaux, quand même, des fois c'est un petit peu brutal. Donc j'avais quand même Justement, dit que... c'est quoi alors les reproches qu'on peut te faire sur tes posts? Parce que finalement, c'est censé être une sorte de réalité historique. Donc, alors est-ce que c'est plutôt des gens qui disent bah non, c'était ça, c'est faux, c'est une fausse anecdote? Il y a par exemple. Ou est-ce que c'est j'aime pas ton polo? Parce qu'en fait, aujourd'hui j'aime bien. C'est vrai que alors, quand je raconte, je sais pas, l'histoire du bouffon de François Ier, ça c'était assez drôle parce que. Triboulet, c'est ça. Triboulet, c'est incroyable. Raconte-la. Oui, c'est dingue, il est à Vénia pour ça. Elle nous fait sa radine d'anecdotes. Oh là là. Parce que je fais toujours évidemment. Allez, balance François sur Ier, un Triboulet. roi de France, donc évidemment toujours beaucoup de maîtresses. Et Triboulet, qui était, en fait, avait un peu le droit à une certaine insolence, notamment il avait le droit de tutoyer le roi. Et un jour, il s'est un peu moqué un peu trop de la maîtresse du roi, François Ier, il l'a condamné à mort. Et donc il le fait venir, il dit écoute, de quelle façon veux-tu mourir? Et là, Triboulet répond de vieillesse. Et là, moment de sidération du roi, et alors je pense qu'il était quand même assez amusé, et donc voilà, il lui a laissé la vie sauve. Alors moi, j'ai pas une passion, mais les anecdotes, les citations de Churchill, parce qu'il y en a quand même qui reviennent beaucoup chez toi. J'ai noté Clémenceau et Churchill, ils reviennent quand même beaucoup. C'était des gens d'esprit, au-delà d'être des politiciens, des bêtes de politique, ils avaient de l'humour, j'ai l'impression. Churchill était connu pour ça, il avait le sens de la formule. Et Churchill, on oublie, prix Nobel de littérature. Oui, de littérature. Alors il peignait aussi. C'était un bon peintre. Alors, d'ailleurs, c'est sur LinkedIn, quelqu'un m'a dit, je crois qu'il travaillait à Londres, et apparemment Churchill, qui était bon peintre, avait retouché une peinture qui était dans son ministère, il avait pris, et en fait qui était une peinture de maître. Donc personne n'osait l'engueuler, mais en fait il a fait un truc absolument incroyable, quoi. Et alors il y a les réparties des saillies qui sont notamment avec Lady Astor où elle lui avait dit écoutez, Armandé s'était énervé parce que vraiment les deux c'était vraiment deux opposants politiques. Elle dit écoutez Churchill, si j'étais votre femme, je mettrais du poison dans votre thé. Réponse de Churchill, eh bien moi, madame, si j'étais votre mari, je le boirais. C'est bien ça. Et moi, en sachant qu'on recevait, j'avais regardé, j'ai trouvé une anecdote
donc je ne sais pas, au Moyen-Âge, il disait qu'à Paris, un cochon a causé la mort du dauphin héritier du trône en 1131. Je ne sais pas si c'est vrai. Le fils du roi Louis VII. Non, Louis VI, pardon. Qui circulait en fait à cheval. Un cochon a traversé devant. Oui, Le cheval s'est cabré. Il est tombé et il est mort sur le coup. Et depuis, ils ont interdit les cochons dans Paris à l'époque. Enfin, maintenant, je ne sais pas si on ne trouve pas des cochons. Et d'ailleurs, il y a une loi, je crois, qui est toujours valable. On n'a pas le droit d'appeler son cochon Napoléon. Ah bon? Qui date de Napoléon et qui n'a pas été abrogé. Donc, si vous avez un cochon, vous l'avez appelé Napoléon. Mais pour quelle raison? Parce que c'était faire offense. Oui, c'est ça, c'était faire offense. Donc, Est-ce que ce goût pour l'histoire, ça t'est venu très tôt? Est-ce que, par exemple, quand tu étais gamin, tu avais des doudous en forme de, je sais pas, de Napoléon? Bah non, mais peut-être, tu vois, est-ce que c'était déjà... Je dirais que j'ai été façonné par le grand Robert. Ah. Qui est le grand Robert? Un petit côté pédophile. Robert, Ouais, ça fait un petit peu peur là. Alors c'est Jonathan qui dit que tout à l'heure. Il travaillait pas. Le dernier cochon de Paris. À Châtelet. Pour moi, c'était le petit Robert. Petit Robert 1 et 2, et donc voilà, le nom propre, les noms communs. Et j'ai grandi à la campagne. C'est-à-dire que tu lisais, tu te plongeais dans le Robert, et d'ailleurs c'était séparé. Il y avait les noms séparés des noms communs, c'est ça? J'avais pas beaucoup d'occupation parce que j'avais un camp perdu à la campagne. J'avais pas le droit de regarder la télé parce que c'était une éducation un peu stricte. Donc il me restait le dictionnaire. Et j'avais fait, alors c'est là où je on a eu la même éducation. Hein. Parce qu'en fait j'avais fait un arbre géologique. Oui, j'avais pas le droit, je regardais en cachette. J'avais fait les rois et reines, la mythologie. Alors après j'avais une connaissance qui servait pas à grand chose, mais c'était passionnant quoi. Et quand on grandit à la campagne, évidemment à l'époque il n'y avait pas internet, hein, on parle quand même du XVIIe siècle. Attends, t'as grandi au XVIIe siècle? Alors là je suis perdu. Oui, tout le monde me dit ça à chaque fois que je raconte. Non mais franchement, on pourrait y croire, hein, vraiment. À chaque fois c'est quelque chose qui revient, c'est oui, mais tu y étais pour raconter ça. Je suis obligé de leur expliquer qu'il y a des livres, quoi. C'est vrai. Mais et donc non, c'est vraiment. Alors il y avait une citation que j'adorais, c'était vous aimez les livres, vous serez heureux pour la vie. Et c'est vrai. C'est tellement ça. Ouais, c'est beau. Ouais, c'est beau. J'aurais aimé l'inventer. Est-ce que c'est vrai l'histoire de Louis XVI avant qu'il perde la tête? Voilà, qu'on lui a interdit d'avoir un couteau pour couper sa viande et qu'il a mangé son bœuf à la cuillère. Ah ouais, je de peur qu'il se suicide. Ouais, je savais pas. De peur qu'il se suicide. Ah bon? Ah oui. Bah, je sais pas. Mais tu veux dire. Il n'a pas laissé de couteau en cellule, dans sa cellule. Voilà, il a dans mangé sa son cellule, bœuf à la cuillère parce que. Ah, ça, c'est avec possible. une cuillère, c'est plus compliqué. Ouais. Mais on lui a enlevé le couteau, voilà, je sais pas. Ça, je sais pas, mais c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup de Marie-Antoinette, de la fin, etc. C'est pareil, parmi les citations qui sont apocryphes. Ah oui, la fameuse brioche. Ouais. Oui, puis en fait, la dernière parole, en fait. Si vous n'avez pas de pain à manger de la brioche. Ah oui. Et d'ailleurs, ça c'est faux. On lui a prêté cette phrase et apparemment c'est faux. Et c'était les rumeurs de l'époque. C'est attesté dans Rousseau quelques années avant. Donc, en fait, il rapportait les paroles d'une grande princesse. Donc après, il y aura un raccourci. Et pareil, c'était une façon de montrer que les rois et reines étaient déconnectés de. Oui, c'est comme en fait le roi d'Agobert qui a mis sa culotte à envers. La révolution, c'était pour effectivement ridiculiser les rois. Donc. C'est quoi l'objectif maintenant que tu as? Tu as quand même une commu, hein, puisque tu as plus de 100 000 abonnés qui te suivent. En tout, à peu près 600 000, tout réseau compris. Est-ce que tu t'astreins à donner une certaine régularité à tes posts? Et c'est quoi la finalité de je dirais pas astreint parce qu'en fait, il n'y a pas de caractère d'obligation morale ou professionnelle parce que c'est vraiment un pur plaisir. Ça permet aussi de faire connaître mes écrits. Là, par exemple, donc mon prochain livre, d'ailleurs, c'était un peu l'anecdote parce qu'on parle de Madeleine de Proust. En mi-octobre sort La cuisine des grands écrivains français. Donc c'est un livre en fait, alors c'est justement puisqu'on revient sur les réseaux, c'est fait avec une Emeline Bernard qui a donc un réseau assez important sur Instagram, je crois qu'elle doit avoir à peu près 200 000 abonnés, et donc elle fait la cuisine avec des très belles photos artistiques, et donc on a fait un livre en collaboration ensemble. Trop chouette. Et ça c'est quelque chose que les réseaux nous apportent. On commence à me proposer des conférences, donc oui, je suis assez ouvert à ce genre de choses autour de l'histoire, de la littérature. Oui, de la mise en scène d'anecdotes, présenter. J'ai réfléchi. Oui. Si vous faites un duo où tu viens en spectacle, en entreprise, en conférence, dans plein d'endroits possibles. Les mariages aussi. Voilà. Et que tu viens et que tu démarres d'une anecdote, tu vois, et que tu la montres et que tu dis, bah tiens, Molière a dit ça, et hop, Alix enchaîne derrière. Très bonne idée. C'est un très bon duo. Et d'ailleurs, ouais, Molière, c'est pareil. J'ai un petit coup de cœur pour Molière, mais c'est pareil, très proche du roi. Alors, ce qui était intéressant, c'est il faut 1 heure pour 1h45. En fait, il était considéré comme un
un vulgaire valet, parce qu'il avait cette charge qu'il avait hérité de son père de tapissier du roi, qui était quand même une belle charge, mais ça restait quand même à fonction, enfin voilà, c'était quelque chose d'utile, donc ça plaisait pas trop aux nobles, et donc on le regardait comme... Et les valets, pareil, en fait, il y avait une hiérarchie qui était très, 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 très forte. Et au commun, en fait, on lui a même refusé l'accès, en fait, de manger avec les autres serviteurs parce que il avait une activité. Alors ça concerne aussi, désolé, mais c'est qu'en fait, comme il était acteur, phrase très longue, hein, quand même. Oui, c'est proustien. Hein, je respecte la traduction. C'est qu'en fait, comme il était acteur, c'était considéré encore comme plus bas. Et donc, on lui a même refusé, en fait, de manger avec les autres serviteurs parce que il y avait ce côté artiste qui était vraiment très, très mal jugé. C'était la lie, ouais. Et vous savez ce qu'a fait le roi ? En fait, il l'a invité à sa table. Alors qu'il n'invitait même pas les grands personnages, quoi. Et donc, tout le monde était dégoûté. Donc, alors, ça, c'est pareil. On n'est pas sûr à 100% que c'est vraiment existé. Il y a une peinture qui existe là-dessus. Moi, je pense, ça ne m'étonnerait pas parce que Louis XIV avait vraiment une belle amitié, une estime pour Molière. Et je pense qu'en fait, il a invité. Et après, évidemment, tout le monde s'est calmé. Évidemment, on s'est dit... Et ça, c'est marrant parce qu'effectivement, il y a ce regard qu'on portait à l'époque sur les acteurs. Bon, je pense qu'il a quand même bien changé. Oui. Oui. Ça a pas mal changé. Ça a pas mal changé. Ça, c'est embourgeoisé. Ouais. Donc voilà, donc ils vont faire un duo au final. Jonathan, t'as compris les deux. Pourquoi Voilà. pas. Et toi, non, mais Alix c'est vrai, va pouvoir parler, expliquer. Tu as repris les chemins de la comédie. Donc ça y est, tu te sens plus... Oui, j'ai beaucoup tourné les derniers temps dans le film de Olivier von Hofstadt, Berlin. Mais oui. Avec Didier Bourdon. Tu es dedans aussi, c'est notre point commun, mais oui. Vous voulez pas en parler oui, c'est trop chouette. Ouais, c'est chouette. C'était vraiment un réalisateur l'adaptation merveilleux. de la pièce éponyme qui s'est jouée pendant 3 ans. Ah oui, un carton. Gros carton. Et puis j'ai également tourné dans le film L'Infiltré d'Ahmed Silla, qu'il réalise, c'est son premier film. D'accord. Et je joue à ses côtés, ça va être très très drôle. Et j'ai également joué dans un film pour TF1 qui s'appelle Papa malgré lui avec Arnaud Ducré et plusieurs programmes pour France Télé. Ah oui, donc ça y est. Meurtre en Périgord vert. Ça y est, t'as tes 507 heures là cette année, c'est bon. Je les ai toujours eus. Hein. Ça, c'est vrai que j'ai une grande chance d'avoir toujours vécu de mon métier. J'étais un peu plus discrète, c'est sûr. Oui, mais t'as hésité, c'est ce que tu disais en début. Oui, en fait, j'ai hésité parce que c'est un métier qui parfois est un peu difficile pour les femmes. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu une sorte de lassitude, qui m'est arrivée. Et puis Juliette Gréco m'a réconciliée avec mon métier de comédienne et mon métier d'artiste. Et je me suis dit que c'était pas incompatible avec aussi le fait d'écrire et de partager ma passion pour la littérature. Voilà, donc j'associe les deux. Comme je dis toujours, moi, dans mes conférences au chapeau que je fais dans la rue, un peu dans les grandes villes de France. Franchement, trop chouette. Voilà, je parle, je raconte un petit peu mon parcours. Je divague sur la vie. Je dis souvent, la route est longue. Exactement. Voilà. Parce que notre métier, c'est les montagnes russes émotionnelles. Et c'est pour ça a l'air de te faire marrer, toi. Et c'est pour ça que tu fais du stop avec ton gros pouce. Je fais du stop avec mon gros pouce de pied, enfin mes 2 gros pouces de pied. Comme ça, double stop. Donc la route peut être. Mais donc ça fait plaisir parce que nous sommes tous multicartes. Exactement. Et je cherche, alors je place ça comme ça. Tu cherches un appartement, un Airbnb, tu cherches, oui. Un éditeur pour publier mon mémoire sur Marcel Proust. Ah bah voilà, très intéressant. Voilà, qui s'appelle Sur la lecture. Et qui est donc sur le petit texte dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Et j'ai très envie de le publier. Bon, c'est plus un écrit universitaire, mais pourquoi pas jumeler avec des illustrations. Et Luc Fraisse, qui était mon maître de mémoire, a accepté d'écrire la préface. Donc je lance un appel comme ça. Il n'y a plus qu'à imprimer alors. Une bouteille à la mer. Bah oui. On peut demander à Yolette Packard, hein, c'est encore plus simple parce que là on n'a pas plus besoin d'un Gallimard, j'aime beaucoup Gallimard. Bon formidable. Alors vous savez, on a une tradition à la fin de ce podcast. C'est que Fred et moi, on s'en va. On se bouche les oreilles. C'est vous qui terminez. Vous dites ce que vous voulez de vous, de nous, du podcast. Ah bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous allez nous manquer. On n'est pas loin. Ça va. On n'est pas loin. C'était. La question qui se pose, c'est est-ce que vous partez avec les madeleines ou on peut les garder ? Ah non, les madeleines, on les garde. Non, juste. Alors moi j'ai une question. Les madeleines, c'est toi qui les as faites ? Tu les as achetées ? J'aurais tellement aimé. En fait, je les ai achetées vraiment juste à côté. En fait, je voulais venir avec des petits pains au chocolat. Alors. Pain, mais pas des pains au chocolat ni des chocolatines. Vous voyez, c'est du pain avec des pépites de chocolat. Et j'en ai pas trouvé. Et je vois ces madeleines, je dis mais bien sûr, les madeleines de Proust, évidemment. Alors tu as parlé de chocolatines. Alors est-ce qu'elles sont bonnes ? Franchement, elles sont pas. Non, mais tu les as achetées dans une vraie boulangerie, c'est pas. Oui. Non. Mais attends, c'est pas le genre à plaisanter. Attends. Tu m'as dit que c'était un vendeur à Sauvette dans la rue. Mais écoutez, on vous laisse là-dessus. Vous avez le mot de la fin qui peut durer 5 secondes, 1 minute, 20 minutes. Bien évidemment. Merci. On vous lâche un petit dernier. Tenez, goûtez, c'est délicieux. Merci.
Eh bien, tu reprendrais bien une petite madeleine? Ah bah je vais en goûter une avec grand plaisir. Je les ai faites ce matin. C'est toi avec qui les as- amour. Ouais. Ah oui, oh là Je me là. suis donné du mal. Alors qu'est-ce qu'on va raconter de beau? Bon, on peut pas l'histoire de la madeleine. Stanislas. Oui, Ah. alors on peut dire, alors je parle la bouche pleine, c'est totalement inadmissible, pardonnez-moi, mais on peut parler de l'anecdote de la Madeleine de Marcel Proust. La Madeleine n'a jamais existé. Ouais, alors ça devait être une biscotte ou une tartine beurrée. Exactement. Etc. À l'époque de Marcel Proust, il n'y avait pas de Madeleine et c'était une biscotte. Ouais, on pourrait parler du procédé de la mémoire inventaire. Ça pourrait être intéressant Ah ça je d'expliquer t'en prie, vas-y. Comme ça je finis ma Madeleine. En fait, il y avait un résumé, je sais pas si tu as entendu parler, un résumé de Marcel Proust en 1 minute, je crois que c'était, je sais plus qu'est-ce qu'il avait fait, les Monty Python. Il avait fait un concours de... C'est génial ça. Et donc, Marcel Proust, qu'est-ce qu'on peut dire à la recherche du temps perdu? C'est fascinant parce que tout à l'heure, il nous demandait si on avait un regret par rapport à l'histoire, etc. On va dire, c'est quoi En fait, partir à la recherche du temps perdu, c'est partir à la recherche du temps qu'on a perdu parce qu'on glande. Et le temps perdu également parce que les souvenirs s'effacent. Ça, c'est merveilleux. Et en fait, le Madeleine qu'on est en train de manger, ça nous rappelle qu'on peut retrouver... Non, je suis chiant, là. J'ai l'impression de voir Édouard Baird qui dit il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise Madeleine, en fait. En tout cas, la Madeleine est très bonne. Et puis, il n'y a que des belles rencontres. Et puis, d'ailleurs, on a passé un bon moment, hein, je pense. Franchement, je te remercie beaucoup, Marc. C'est trop chou, trop touchant. Et je suis très content d'avoir passé ce moment avec vous tous. On est obligé de dire un mot de la fin ou on je s'en t'en va? prie. On peut éteindre la lumière si et partir. Si on regardait les lieux, puis on refaisait après une émission. Si tu veux, je te laisse avec ça. Eh bien, nous partons. Et si vous êtes tombé amoureux fou de ce podcast au point de tout plaquer, votre boulot, votre famille, votre appart, pour ne faire que ça, que nous écouter, n'hésitez pas à le manifester en faisant quoi? En distribuant des likes, des likes, des bisous, enfin une manifestation quelconque, des cœurs. Ah oui. Sur les réseaux. Faut partager, faut retweeter, tu sais, machin, enfin tout ça quoi. Re-Instagrammer, re-TikToker. Enfin bref. Le foot partout, faut le balancer partout, faut en jeter sur les 3, murs. C'est ça. Faut dire qu'est-ce que je crier nos les aime. noms partout dans la rue. Enfin voilà, dire que c'est génial. Parce que sinon quoi? C'est important. Sinon l'algorithme ne marche pas. Il faut que ça se diffuse, Jonathan. Un bel FDP. Donc partagez, tenez, goûtez, c'est délicieux.